Exactement 19 h à Moribabougou, d'où nous émettons depuis la capitale malienne. Merci infiniment de votre constante fidélité à Cherifla TV, votre chaîne de proximité. Tout de suite, une nouvelle page d'information dont voici les principaux titres. Comme chaque année, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 15 octobre comme étant la journée dédiée aux femmes rurales. Le choix de la thématique de cette année, revendiquer votre droit à la parole dans les réflexions sur le changement climatique. C'est avec une grande tristesse que le peuple malien a appris ce vendredi 14 octobre la disparition brutale de Fatmata Sile Diakité, présidente de l'Association pour la promotion et la défense des femmes APDF. Cette grande battante pour la cause des femmes fut également ambassadrice du Mali en Allemagne. Nous sommes le samedi 15 octobre 2016. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle page d'information sur Cherifla TV. Le Conseil des Mariannes de la République française et de l'Europe, en collaboration avec JIFA Lipfida, réseau d'associations des femmes entrepreneurs, organise dans la capitale hexagonale les 21 et 22 octobre prochain le Forum économique international. Les participantes maliennes du Forum de Paris ont rencontré ce vendredi après-midi à la cité administrative le ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé, parrain de l'événement, pour échanger de vive voix sur les enjeux réels de cette tribune d'opportunités d'affaires. Je vous propose de suivre ce reportage. Ce forum de Paris prévu le 21 et 22 octobre se veut être une véritable vitrine rassemblant plusieurs centaines d'entrepreneurs et d'investisseurs pour rencontrer les décideurs politiques, économiques et entrepreneurs tous azimuts afin d'échanger sur les nouvelles perspectives de l'entreprise. C'est également une aubaine pour donner plus de visibilité aux entreprises, encourager et promouvoir les rendez-vous d'affaires ciblés entre dirigeants d'entreprises et futurs partenaires. Enfin, élargir les alliances commerciales, financières, stratégiques, logistiques ou technologiques. Le réseau malien des femmes entrepreneurs bénéficie du soutien permanent de l'État malien, à en juger les propos du ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé. L'objet de cette rencontre, c'est préparer une opération importante qui va avoir lieu à Paris à partir du 20 au 22, qui est une grande rencontre entre entrepreneurs, femmes à travers la France, à travers le Mali et d'autres pays. Et l'idée étant de bâtir des espaces de rencontre pour partager les expériences, pour partager les bonnes pratiques, pour faire connaissance les unes avec les autres et nouer des partenariats afin d'aider nos opératrices, nos opérateurs à monter des affaires, à les bâtir, à les développer pour le bien du pays. Mais forcément, comme vous savez, si vous prenez aujourd'hui les très petites entreprises maliennes, telles qu'on les appelle, mais la quasi-totalité, c'est les femmes. Allez-y au marché à Médina Croix, allez-y dans les petites entreprises de transformation de produits agricoles pour faire la transformation de fonio, pour faire nos condiments, etc. Toute cette industrie, les laiteries, les productions de yaourt, est entre les mains des femmes. Et le rôle économique joué par les femmes aujourd'hui dans nos pays ne fait l'objet d'aucun doute. Et nous, notre ambition est d'aider ces opérateurs économiques à se développer, à devenir plus autonomes, à renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent bâtir des véritables entreprises viables pour vendre pas seulement à Bamako, pas seulement à Ségou, pas seulement au Mali, mais au Burkina, au Sénégal, au Niger et sur d'autres continents. Pourquoi pas? En France, en Chine, partout dans le monde. C'est ça l'avenir. Nous voulons les aider à avoir cette capacité et c'est pour ça que nous nous sentons fortement impliqués dans cette activité. Le rôle des autorités n'est pas autre chose que de les appuyer. Appuyer veut dire créer un cadre favorable à l'exercice de leurs activités. Très concrètement, elles sont confrontées à un certain nombre de difficultés, comme les entrepreneurs de manière générale, qui est lié au climat des affaires, qui est lié à l'insuffisante capacité de financement, qui est lié à beaucoup d'autres activités, comme les ressources humaines. Et vous comprenez que le gouvernement a un grand rôle à jouer à ce niveau. Aujourd'hui, vous voulez aller vendre des fruits et légumes à Paris, il faut connaître la législation française, il faut connaître les circuits, il faut avoir des partenaires. Beaucoup de nos produits ont été jetés à la mer souvent parce que ce n'était pas calibré, elles ne connaissaient pas les normes. Le rôle des autorités, c'est de renforcer leur capacité à maîtriser tout ceci, c'est de leur ouvrir des portes d'accès à ces marchés-là et de leur ouvrir l'accès au financement aussi, évidemment, qui est très important. Donc il y a beaucoup d'activités que nous pouvons faire pour les aider. Mais ce qui est sûr,
c'est que nous ne font pas jouer leur rôle à leur place. Tous les États modernes du monde ont compris que le rôle du gouvernement n'est pas de créer des activités marchandes et de les réaliser, mais c'est de donner la possibilité à ceux qui sont engagés dans cela à faire ce travail, de les accompagner à tous les niveaux. Il y aura une conférence de presse qui sera animée par le ministre de l'économie et des finances de France et le ministre du commerce du Mali. Donc vous comprenez quand même que c'est au plus haut niveau. Donc si l'activité ne paraissait pas aussi importante, je ne suis pas certain que le gouvernement français au plus haut niveau serait impliqué là-dedans. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur pour nous. Mon dernier mot, c'est de dire à toutes les femmes, ayez confiance en vous. Battez-vous. L'espace économique vous appartient aussi, vous le faites tous les jours. Ayez de l'ambition dessus, nous sommes prêts à vous accompagner. Je vous l'annonçais dans les titres, le 15 octobre de chaque année est consacré à la commémoration qui vise à amener les femmes rurales au devant de la scène internationale afin de rappeler à la société et au gouvernement ce qu'ils leur doivent pour une meilleure valorisation de leur travail. Pour cette 17e édition, c'est la localité de Bla, dans la région de Ségou, qui a été choisie comme capitale des femmes rurales du Mali sous la présidence de la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Ici à Bamako a lieu au Palais de la Culture un véritable cadre d'échange entre les femmes rurales. Je vous propose d'écouter ces interviews. Mon métier, c'est la transformation agroalimentaire. J'ai un centre de formation pour former d'autres femmes et pour l'avancée même du développement dans ce secteur-là. Donc moi, j'ai amené des produits comme croquettes de mil, comme vous voyez là. Et ça, c'est pour le mil avec le coco râpé caramélisé. Donc ça casse la faim. Puis ça soulage le cours du travail quand tu prends un coco cultivé avec du lait ou bien avec du thé, ça soulage la faim. Bon, ça c'est avec le mil. C'est le mil transformé comme ça en briquette. Et il y a avec des additifs comme dattes, comme coco râpé frais, comme arachide, c'est notre savoir-faire au niveau du centre. Donc on a beaucoup de produits transformés là-bas, mais on a amené que ces échantillons parce que ces échantillons-là sont des nouveaux produits sur le marché. Avec des sirops de tamarin, des sirops de banane fraîche et des sirops de gingembre. Il suffit de prendre une mesure de ces sirops-là pour diminuer avec 3 mesures d'eau glacée et tu as ton jus proprement vraiment présenté. Tout ça, ça soulage et puis c'est des produits naturels. Donc cet salon est un salon des femmes rurales. C'est la première édition. Donc ce salon, on a organisé. L'initiative est venue d'une agence de communication qui est Agricom et AgriProfocus. Donc il nous a rencontrés pour dire qu'ils veulent nous aider à organiser le salon des femmes rurales. Donc cet salon est une première édition des femmes rurales. C'est pour montrer le savoir-faire des femmes rurales du Mali. Tout le monde sait que les femmes rurales, elles font l'agriculture, elles font l'élevage, elles font l'agroforesterie et en même temps la pêche aussi. Donc il y a des transformatrices qui sont entre nous, qui produisent et en même temps qui transforment. Mais nous-mêmes, on a souhaité que vraiment on veut organiser un salon à notre nom propre, qui est le salon des femmes rurales qui s'appelle les SAFER. Voilà, aujourd'hui donc la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. 3 mois après l'attentat de Nice survenu le 14 juillet dernier en France, un hommage national a été rendu aux 86 morts et 400 blessés en présence des familles des victimes, du chef de l'État François Hollande et de plusieurs hommes politiques français dans la matinée de ce samedi 15 octobre. Pour chacune des 86 victimes de l'attentat, une rose blanche a été déposée par les lycéens niçois devant les familles meurtries. Je vous propose d'écouter ce commentaire signé par Ousmane Sogoré. La cérémonie débute par une minute de silence. Puis, Cindy Pellegrini, une proche des victimes, prend la parole pour un hommage assez poignant en mémoire aux victimes et aux blessés sur la colline du château à Nice en présence du chef de l'État et de plusieurs personnalités politiques. Comment vivre suite à la perte d'un enfant?
d'une épouse, d'un mari. Nous espérons au plus profond de notre cœur que désormais, chaque 14 juillet, chacun d'entre vous admirera le ciel en pensant que chaque étoile qui brille est une vie brisée à jamais. L'artiste musicien Julien Clerc entonne ensuite une de ses chansons en guise d'hommage également. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé. Quelques minutes après, un des élèves du lycée niçois touché par cet attentat du 14 juillet dernier dépose 86 roses blanches tandis que résonne le nom et l'âge de chaque victime. Maria Grazia Ascoli, 72 ans. Zaya Ferkouz, épouse Ramouni, 71 ans. Ensuite vint le tour du président de la République devant le pupitre pour son discours au cours duquel il dénonce la visée monstrueuse des terroristes. Ce qui a été frappé le 14 juillet, c'est l'unité nationale. Frapper les uns pour effrayer les autres, déchaîner la violence pour faire naître la division, susciter la peur pour alimenter la méfiance et la stigmatisation. Eh bien non, je vous dis non, cette entreprise maléfique échouera. Pour clôturer cette cérémonie d'hommage, les enfants de l'Opéra de Nice chantent la Marseillaise. Près de 2000 personnes ont assisté à la cérémonie, 200 proches de victimes et 1 millier de personnes encore sous le choc de l'attaque de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. De nombreuses figures politiques comme Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon ont tenu à être présents à cette cérémonie nationale d'hommage. C'était donc là un élément signé de nos confrères de France Télévisions et commenté par Ousmane Sogoré. Voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières. C'est donc un tour d'horizon proposé aujourd'hui par Omar Kouyaté. C'est un bref et en image. Le Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, et ses alliés ont appelé à boycotter le référendum du 30 octobre sur la nouvelle constitution proposée par le président Alassane Ouattara ce vendredi lors d'une conférence de presse. Il faut que les Ivoiriens réservent leur vote pour les élections législatives à venir. Nous les appelons à se mobiliser massivement pour porter au Parlement la majorité des députés de manière à ce que le FPI et l'FDCI aient les moyens juridiques et politiques pour abroger ce qui va se passer le 30 octobre, a dit M. Afi Guessa. Pour l'actuel président ivoirien, le projet tournera définitivement la page des crises successives. Ce projet prévoit en outre un poste de vice-président élu en même temps que le président et un Sénat. Il prévoit aussi l'institutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels ou une extension des compétences du Conseil économique et social. Au Sénégal, une manifestation de l'opposition a été dispersée vendredi par la police à Dakar. Les manifestants avaient refusé de suivre le trajet qui leur avait été imposé par le préfet de la ville. En toile de fond, la gestion des gisements sous-marins de gaz et de pétrole découverts ces dernières années. Gestion de l'opposition exige la transparence. En effet, les contestataires de ce vendredi ont fustigé ce qu'ils qualifient de dictature, faisant référence à l'interdiction de manifester dont ils font selon eux l'objet de la part du pouvoir en place. Au dire de la police, la marche a rassemblé environ 500 personnes, mais des témoins sur place, dont les journalistes, parlent plutôt de 1000 manifestants. Sur les pancartes brandies par les manifestants, l'on pouvait lire les slogans tels que « Non à la gestion patrimoniale et familiale des ressources naturelles » ou encore « Le pétrole et le gaz au peuple ».
La libération jeudi d'un groupe de filles de Chibok au lendemain d'un attentat sanglant visant des civils à Maïdougouri illustre selon les experts les divisions du groupe djihadiste nigérian sous forte pression militaire en référence aux informations sur un échange de 4 combattants contre les 21 jeunes filles kidnappées avec plus de 200 de leurs camarades d'école en avril 2014. Ce chaos démontre que son groupe a besoin de ressources humaines ou financières car Boko Haram n'a cessé selon les spécialistes de se transformer s'adaptant en fonction des contre-offensives de l'armée ou des soutiens dont il pouvait bénéficier. Il est ainsi passé d'une secte islamiste à un mouvement se revendiquant d'Al-Qaïda en 2010 puis faisant allégeance à l'État islamique en 2015. Des rebelles du Delta du Niger ont revendiqué vendredi une attaque contre un aéroduc du sud du Nigeria. Un nouveau coup dur porté aux infrastructures du pays ayant de graves conséquences pour la production de pétrole et les finances publiques. Le mouvement, qui a déjà revendiqué par le passé plusieurs attaques similaires dans la région, a averti les grandes compagnies pétrolières contre toute tentative de réparer les installations attaquées dans le Delta du Niger. Le mouvement a augmenté ses attaques après que le groupe rival des vengeurs du Delta du Niger eut déclaré un cessez-le-feu en août et ouvert des pourparlers avec le gouvernement. En raison des attaques, la production de pétrole est passée de 2,1 millions de barils par jour au premier trimestre à 1,7 million actuellement. Ainsi, le Nigeria a perdu sa place de premier exportateur africain de brut en faveur de l'Angola. Nkosazana Dlamini Zuma ne se représentera plus à la tête de la Commission de l'Union africaine. Du coup, les prétendants au poste affûtent leur stratégie à moins de 2 mois de la désignation des nouveaux présidents de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Des 5 candidats en liste, 3 semblent se détacher du lot. Il s'agit du Sénégalais Ablaye Bathily, représentant des Nations Unies en Afrique centrale, la ministre kenyane des Affaires étrangères Amina Mohamed, très active dans les diverses crises somaliennes et sud-soudanaises, au même titre que le patron de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, que l'on a vu très actif au récent sommet italo-africain sur l'immigration. La succession de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine s'annonce âpre. Plus de 150 représentants sur près de 200 pays ont approuvé ce samedi un accord international à Kigali sur l'immigration progressive des hydrofluorocarbures HFC présents dans les réfrigérateurs et climatiseurs. Ils sont très nocifs pour le climat, une étape importante dans la lutte contre le changement climatique saluée par le secrétaire d'État américain John Kerry. Je suis très content de ce nouvel accord. Je pense que c'est une étape monumentale qui répond à la nécessité de chaque nation, mais il nous donnera l'occasion de réduire le réchauffement de la planète par toute une moitié d'un degré et cela représente plus de patience et de diplomatie multilatérale sur une longue période de temps, conclut le diplomate. Dans le cadre de l'accord, les pays développés comprenant une grande partie de l'Europe et les États-Unis s'engagent à réduire leur utilisation de gaz progressivement de 10% d'ici à 2019 et de 85% d'ici à 2036. Les pays en développement vont geler leur utilisation des gaz HFC d'ici 2024 ou 2028 avant de réduire progressivement leur utilisation. Et nous restons dans l'actualité africaine pour vous dire que plusieurs chefs d'États africains sont arrivés ce samedi 15 octobre à Lomé, dans la capitale togolaise, où se tient depuis le 10 octobre un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime, la sûreté et le développement durable en Afrique. Sommet auquel prend part le chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous propose d'écouter les ministres des Affaires étrangères du Togo et du Tchad qui se prononcent sur la charte qui portera le nom de la capitale togolaise et qui devrait permettre de durcir la législation sur la sécurité maritime. Des échanges, que ce soit en importation ou en exportation de l'Afrique, passe par la mer. Donc il y a une urgente nécessité de légiférer sur la question, de coordonner nos politiques, de nous donner les moyens
pour pouvoir sécuriser cet espace cette route qui nous est vitale. Je crois que cette charte, elle fixe les principes fondamentaux et j'espère que de manière consensuelle, nous allons l'adopter ici à Lomé. Il est vraiment temps, grand temps, que le continent africain se dote d'un instrument en matière de sécurité et de sécurité maritime. Les réserves sont normales parce que le COREP n'est pas l'organe de décision finale, c'est la conférence des chefs d'État. Les ministres des Affaires étrangères et autres ministres nous allons discuter, mais je pense que nous allons surmonter toutes ces difficultés. Soyez rassurés que cette charte, il y a une volonté de tous les États africains presque pour l'adoption de cette charte. Plus de 2/3 d'États africains sont favorables à la charte de Lomé. Donc nous ne pensons pas que cette charte puisse poser un problème. L'aspect développement, cet aspect sera dans un protocole additionnel à la charte. C'est ce qui se fait dans toutes les institutions internationales. Et nous en arrivons à la page sport de cette édition d'information. 160 millions de francs CFA, c'est la coquette somme, la somme symbolique aussi que le gouvernement du Mali a remis aux champions d'Afrique en titre de l'Afro-Basket des moins de 18 ans en Égypte 2016. La cérémonie de remise s'est déroulée hier vendredi 14 octobre dans la salle de conférence du stade Ouanzin Coulibaly. Notre équipe de reportage était également présente et elle est composée de Youssouf Coulibaly et de Seydou Niari. Vainqueur de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball féminin des moins de 18 ans, Égypte 2016 face au Pharaon, offrant ainsi à notre pays son 6e et 2e titre d'affilée de l'histoire de la compétition. Les Aiglons du Mali dirigés par Amadou Bamba ont été reçus par le chef du département des sports afin de les remercier et les féliciter au nom de tous les peuples maliens. La présence du Premier ministre, chef du gouvernement, à votre accueil à l'aéroport, au nom du président de la République et pour le compte de l'ensemble du gouvernement, pour vous féliciter, pour vous remercier, je pense que est plus éloquent que tout ce que le ministre des Sports pourra dire ou faire ici en termes de félicitations. Au cours de cette cérémonie modeste, le ministre des Sports Ousseini Amianguindo, sur instruction du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, a offert une somme de 160 millions de francs CFA répartis entre les joueuses et leur encadrement. Le chef d'État nous a demandé de donner à chaque joueuse 10 millions de francs CFA. Et ces 10 millions par joueuse sont disponibles immédiatement après cette rencontre. Il nous a demandé de donner 15 millions à l'entraîneur principal. Il nous a demandé de donner 11 millions à son adjoint. Je tiens à le préciser parce que c'est le chef de l'État qui a fixé ces montants. Encore une fois, merci beaucoup. Je suis très heureux quand le chef de l'État, le Premier ministre, eux-mêmes encouragent ce qui anime le secteur que je dirige. Donc merci beaucoup. En retour, les joueuses, aussi bien que leur encadrement technique, ont remercié le gouvernement malien et promet de mieux faire lors de la Coupe du Monde de la discipline prévue en juillet 2017 en Italie. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je remercie le président de République Mali qui nous a donné 10 millions. Je remercie la population malienne aussi. C'est grâce à leur bénédiction que nous avons pris ce trophée. Bon, aujourd'hui, je peux dire que moi je suis comblé. Moi, je suis comblé totalement. Je félicite d'abord, je remercie le gouvernement, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta et son staff, son gouvernement. Vraiment, le don qu'ils venaient de nous faire, vraiment, moi, je suis comblé en un mot. Ces gestes de la part des plus hautes autorités de notre pays montrent à juste titre que la reconnaissance du mérite est bien réelle au Mali. Il ne reste plus qu'à la jeunesse d'emboîter les pas à ces jeunes filles qui ont pu faire résonner l'hymne national du Mali à travers le monde entier.
Voilà, une belle récompense. Nous parlons sport dans cette édition. Nous y restons également. La Fédération malienne de football, le FEMAFOOT, est dans le collimateur du tribunal arbitral du sport TAS depuis un certain moment. L'information a été donnée mercredi 12 octobre dernier à la Maison de la Presse de Bamako au cours d'une conférence de presse. Les textes de la FEMAFOOT stipulent que l'Assemblée générale doit être convoquée 45 jours avant sa tenue, ce qui revient à dire que l'actuel bureau avait jusqu'à mercredi minuit pour s'exécuter. Cette rencontre avait pour but de donner des précisions sur la décision du TAS et d'informer l'opinion nationale et internationale sur les manœuvres du bureau de la FEMAFOOT pour tenter de contourner la sentence de la juridiction de Lausanne. Je vous propose d'écouter ici le président de la Ligue de Kidal ainsi que le président du collectif des ligues et des clubs majoritaires de la FEMAFOOT. Ma réaction, c'est une réaction de satisfaction parce que franchement, il fallait rendre la justice. Et la justice a été rendue et maintenant, allons-y tous à l'application de la sentence des TAS, de convoquer une assemblée avec toutes les parties inscrites dans la sentence des TAS. Nous avons, par rapport à ces conflits, nous avons un sentiment de bonheur et nous sommes heureux, moins pour nous que pour le football malien, parce que nous étions dans une situation qui ne permettait pas au football, notamment les grands acteurs, ceux qui dirigent le football, de travailler sereinement. Nous sommes heureux donc que la paix puisse revenir. Pourquoi je parle de paix? Parce que c'est une guérilla qu'on a mis dans le football malien et il faut mettre fin à cela. Nous n'avons pas pu le faire ici, malheureusement, malgré toutes les interventions qui ont abouti à des échecs. Et c'est l'extérieur qui nous l'impose. Ce n'est pas à notre honneur, mais si telle doit être la situation ou le cas pour que le football malien se redresse en termes de gestion et de gouvernance, nous sommes heureux pour cette décision qui est, au sortir, pour ceux qui lisent cette décision, qui est irrévocable, je disais, qui est inattaquable et opposable à tout le monde. Comme disent les juristes, erga omnes, il est opposable à tout le monde et il doit être appliqué tel quel. Et voilà, nous allons boucler cette édition d'information par une triste nouvelle. Je vous en parlais également dans les titres. L'ancienne ambassadrice du Mali en Allemagne, Fatmata Siré Diakité, est décédée à Paris ce vendredi 14 octobre 2016. Éprouvée depuis de longues semaines par une maladie qui a fini par l'emporter, la combattante pour le droit des femmes est l'une des rares qui clamait tout haut sa pensée. Militante de première heure, elle a été de tous les combats. D'abord pour l'avènement de la démocratie, ensuite le combat pour l'émancipation et une meilleure appréhension de la question féminine, ce qui explique la mise sur fonds baptismaux de l'Association pour le progrès et la défense du droit des femmes, APDF. La présidente justement de l'APDF laisse derrière elle un lourd héritage tant sa voix a constamment retenti au firmament de la lutte pour l'émancipation des femmes. Voilà un article de nos confrères de Dépêche du Mali. Nous prions pour le repos éternel de son âme et que la terre lui soit légère. Ainsi va le monde, ainsi va la vie. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur nos antennes. À très bientôt.